la nature a-t-elle des droits? La question de savoir si la nature possède des droits invite à une réflexion profonde sur la relation avec notre environnement et sur la manière dont nous concevons les droits en général. Traditionnellement, les droits sont attribués aux individus ou aux entités capables de faire valoir ces droits, généralement des êtres humains ou des organisations. Cependant, envisager la nature comme titulaire de droits remet en question cette conception et ouvre la voie à une réévaluation de notre responsabilité envers l'environnement. Dans certaines cultures autochtones, la nature est perçue comme un ensemble d'entités vivantes interconnectées, chacune dotée d'une essence propre et d'une valeur intrinsèque. Par exemple, les Achuars d'Équateur considèrent que les hommes, ainsi que la plupart des plantes, des animaux et même des phénomènes météorologiques, sont des personnes dotées d'une âme et d'une vie autonome. Pour eux, il n'y a pas de distinction nette entre nature et culture, reflétant une vision holistique du monde où chaque élément a sa place et sa fonction. Cette perspective contraste avec la vision occidentale dominante, qui a longtemps considéré la nature comme une ressource à exploiter pour le bénéfice humain. Au fil des siècles, cette approche utilitariste a conduit à une exploration intensive des ressources naturelles, souvent sans égard pour les conséquences écologiques et sociales. Cependant, face aux défis environnementaux actuels, tels que le changement climatique et la perte de biodiversité, il devient évident que cette relation exploitative va devenir insoutenable à long terme. La reconnaissance des droits de la nature peut être vue comme une réponse à cette crise. En attribuant des droits à la nature, on cherche à établir un équilibre où les besoins humains sont satisfaits, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette approche implique une révision des systèmes juridiques et politiques pour intégrer la protection de l'environnement comme un impératif moral et légal. Par exemple, en Équateur, la Constitution reconnaît les droits de la nature, permettant aux citoyens de revendiquer en justice la défense de l'environnement. Cependant, cette idée soulève des questions complexes. Peut-on vraiment attribuer des droits à des entités non humaines qui ne peuvent pas défendre leurs intérêts? Comment déterminer quels aspects de la nature devraient être protégés et comment équilibrer ces droits avec les besoins humains? De plus, certains philosophes comme Hegel ont soutenu que le droit est intrinsèquement lié à la liberté de l'esprit humain, suggérant que la nature, en tant que non consciente, ne peut être sujette au droit. Selon cette perspective, bien que nous ayons des devoirs envers l'environnement, la nature elle-même ne peut pas détenir de droits au sens juridique. En définitive, la question des droits de la nature nous pousse à réexaminer nos valeurs fondamentalistes et notre place dans le monde naturel. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre en harmonie avec notre environnement, en reconnaissant que notre bien-être est intrinsèquement lié à la santé de la planète. Cette réflexion est essentielle pour orienter les politiques publiques, les pratiques industrielles et nos comportements individuels vers un avenir plus durable et plus équitable pour tous les habitants de la Terre. Et toi, penses-tu qu'il serait nécessaire d'attribuer à la nature des droits? L'homme est-il bon par nature? La question de savoir si l'homme est bon par nature a traversé les siècles, nourrissant les débats philosophiques et moraux. Cette interrogation plonge ses racines dans les écrits de penseurs tels que Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant, chacun offrant une perspective unique sur la nature humaine. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, propose une vision selon laquelle l'homme, à l'état naturel, est intrinsèquement bon. Dans son ouvrage « Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », il imagine un état de nature où l'homme vit isolé, guidé par deux principes fondamentaux, l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi est l'instinct de préservation, une quête naturelle du bien-être personnel, tandis que la pitié est une répulsion innée face à la souffrance d'autrui. Selon Rousseau, c'est la société, avec ses institutions et ses inégalités, qui pervertit cette bonté originelle, transformant l'homme en un être compétitif et égoïste. Il écrit « L'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt ». En revanche, Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, offre une perspective différente. Pour lui, l'homme n'est ni intrinsèquement bon, ni mauvais. Il soutient que la moralité n'est pas une caractéristique innée, mais qu'elle émerge lorsque la raison humaine reconnaît et adhère au concept du devoir de la loi morale. Dans son ouvrage « Fondement de la métaphysique des mœurs », Kant explique que l'homme, par nature, est dépourvu de moralité. Ce n'est que lorsque sa raison s'élève et comprend les principes moraux de l'individu
qu'il devient capable d'agir moralement. Ainsi, selon Kant, la moralité est le résultat de l'évolution de la raison humaine et de l'adhésion volontaire à des principes éthiques. Ces deux visions opposées invitent à une réflexion profonde sur la nature humaine. Si l'on adhère à la perspective de Rousseau, cela suggère que les structures sociales et culturelles sont responsables de la corruption sociale, et que le retour à une simplicité originelle pourrait restaurer la bonté humaine. En revanche, si on suit la pensée de Kant, cela implique que la moralité est une conquête de la raison, nécessitant un effort conscient pour comprendre et appliquer des principes éthiques. Cette divergence soulève des questions essentielles. Sommes-nous le produit de notre environnement social, ou la moralité est-elle une construction individuelle de la raison? Et dans quelle mesure nos actions sont-elles influencées par des facteurs externes ou par notre capacité innée à raisonner moralement? En fin de compte, cette interrogation sur la bonté naturelle de l'homme nous pousse à examiner les origines et nos comportements. Elle nous invite à considérer si nos inclinations morales sont le résultat de notre éducation, de nos sociétés et de nos cultures, ou alors si celles-ci découlent d'une essence morale innée, indépendante des influences extérieures. Et toi, penses-tu que l'homme est bon par nature? La réalité est-elle physique ou bien mentale? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles. Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel, et la réalité physique est la seule réalité véritable. Les matérialismes considèrent que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde, où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers, et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit, et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle, ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique, comme le dit le matérialisme, ou bien mentale, comme le dit l'idéalisme? Vaut-il mieux être ignorant et heureux, ou bien conscient et malheureux? La question de savoir si il est préférable d'être ignorant et heureux ou conscient et malheureux a traversé les siècles et les courants philosophiques, interrogeant la nature du bonheur, le rôle de la conscience
les implications de l'ignorance. Les philosophes ont souvent débattu de cette dualité, certains suggérant que la conscience peut être une source de souffrance, tandis que l'ignorance pourrait offrir une forme de contentement. Cependant, cette perspective n'est pas unanime, et d'autres pensent que la conscience est essentielle à une vie pleinement humaine, malgré les défis qu'elle comporte. Épictète, stoïcien de l'Antiquité, avançait que de nombreux malheurs trouvent leur origine dans l'ignorance. Selon lui, la méconnaissance des principes de la philosophie et de la vertu conduit à des actions regrettables et à une vie marquée par la souffrance. Ainsi, une conscience éclairée serait le chemin vers la sagesse et le bonheur. De même, Rousseau, dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, suggérait que l'homme primitif, moins conscient de ses besoins et de ses désirs, vivait plus heureux que l'homme moderne, accablé par la connaissance et les complications qu'elle engendre. Cette idée soulève la question de savoir si la prise de conscience des réalités du monde n'introduit pas inévitablement le malheur. Nietzsche, quant à lui, proposa l'idée du surhomme, un individu capable de créer ses propres valeurs et de vivre au-delà des conventions morales traditionnelles. Cette notion nous invite à réfléchir sur la manière dont la conscience de soi et la remise en question des normes peuvent mener à une existence plus authentique, bien que potentiellement plus complexe et douloureuse. Kant, philosophe des Lumières, mettait l'accent sur la raison et la moralité comme fondement de la dignité humaine. Selon lui, la conscience morale est essentielle pour distinguer le bien du mal et agir en conséquence. Cependant, cette conscience peut également être source de conflits intérieurs et de malheur, car elle expose l'individu aux dilemmes moraux et aux responsabilités. Goethe, écrivain et penseur allemand, explorait dans ses œuvres le thème de la connaissance de soi et des conséquences de cette connaissance. Ces personnages, souvent en quête de sens, illustrent les luttes intérieures entre désir de savoir et peur des implications de cette connaissance. De l'autre côté, certains philosophes contemporains comme John Stuart Mill reconnaissent que les humains, doués de facultés supérieures, peuvent éprouver des formes de bonheur plus subtiles, mais aussi des souffrances plus aiguës. Mill suggérait que, malgré les risques accrus de douleur, il est difficile pour un individu de se contenter d'une expérience moins éclairée, car il inspire à la richesse de l'expérience humaine. La question de l'ignorance et du bonheur a également été abordée sous l'angle de la psychologie et de la sociologie. Certains travaux suggèrent que la conscience accrue des problèmes mondiaux peut mener à l'anxiété et au stress, tandis que d'autres estiment que l'ignorance peut conduire à une vie moins épanouie, privée de sens profond. En définitive, cette question ne trouve pas de simple réponse. Elle reflète la tension entre désir humain de comprendre et d'évoluer et la quête d'une paix intérieure qui pourrait résider dans l'acceptation de cette ignorance. Elle invite chacun à réfléchir sur sa propre vie, ses valeurs et la manière dont il équilibre la recherche de la connaissance avec le besoin de la sérénité. Et toi, penses-tu qu'il est préférable d'être ignorant et heureux ou conscient et malheureux ? A-t-on besoin de souffrir pour grandir ? La question de savoir si la souffrance est nécessaire à la croissance personnelle invite à une réflexion profonde sur la nature de l'expérience humaine et sur les processus qui conduisent au développement individuel. La souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou bien psychologique, est une composante inévitable de la condition humaine. Elle se manifeste sous diverses formes, pertes, échecs, déceptions, douleurs physiques ou encore lutte intérieure. Face à ces épreuves, une interrogation émerge. Ces moments difficiles sont-ils essentiels pour notre évolution en tant qu'individu ? Certains penseurs et philosophes suggèrent que la souffrance joue un rôle catalyseur dans le processus de maturation personnelle. Ils comparent la douleur et les expériences difficiles à des engrais puissants qui nourrissent notre épanouissement intérieur. Selon cette perspective, les moments de souffrance peuvent être perçus comme des occasions de transformation, permettant à l'individu de se réinventer et de développer une version améliorée de lui-même. Cette idée est illustrée par le concept de croissance post-traumatique, qui désigne le processus par lequel une personne, après avoir traversé des épreuves, émerge avec une force et une perspective accrue. D'un autre côté, certains penseurs mettent en garde contre la glorification de la souffrance comme moyen d'évolution. Ils suggèrent que la douleur n'est pas intrinsèquement bénéfique et que s'accrocher à la souffrance peut empêcher l'individu de trouver la paix intérieure et l'acceptation. Selon cette vision, la souffrance est une expérience humaine inévitable, mais elle ne doit pas être recherchée
ni considéré comme un passage obligé pour la croissance personnelle. Au contraire, il est suggéré que l'on puisse évoluer et grandir sans nécessairement passer par des épreuves douloureuses. Il est également important de distinguer entre douleur et souffrance. La douleur est une réponse physique ou émotionnelle à un stimulus nocif, tandis que la souffrance est une manière dont nous interprétons et réagissons à cette douleur. Ainsi, les deux individus confrontés à une même situation douloureuse peuvent vivre des niveaux de souffrance très différents, en fonction de leur perception et de leur capacité à donner un sens à l'expérience. La question de la nécessité de la souffrance pour grandir renvoie également à des débats philosophiques plus larges sur le sens de la vie et le rôle de l'adversité. Certains courants de pensée estiment que les défis et les obstacles sont essentiels pour forger le caractère et développer des vertus telles que la résilience, l'empathie ou encore la sagesse. D'autres, cependant, suggèrent que la quête du bonheur et de l'épanouissement ne nécessite aucune présence de souffrance et que l'on peut attendre une croissance personnelle à travers des expériences positives et enrichissantes. L'histoire est-elle un éternel recommencement ? La question de savoir si l'histoire est un éternel recommencement invite à une réflexion profonde sur la nature du temps et de l'expérience humaine. Cette interrogation a traversé les siècles et a été abordée par divers penseurs, chacun apportant sa perspective unique. Par exemple, l'historien grec Thucydide, dans son œuvre Histoire de la guerre de Péloponnèse, suggérait que les passions humaines fondamentales, telles que l'avidité, la jalousie et le désir de pouvoir, demeurent constantes à travers les âges. Selon lui, ces constantes conduisent à des répétitions d'événements historiques, donnant l'impression d'un cycle sans fin. De même, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a introduit le concept de l'éternel retour. Cette idée propose que l'univers et tous les événements qui s'y produisent se répètent de la même manière, à intervalles réguliers. Nietzsche utilisait ce concept pour interroger la valeur de nos actions. Si nous devions revivre nos vies exactement de la même manière, cela modifierait-il notre perception de l'existence et de nos choix ? L'historien des religions, Mircea Eliade, a également exploré cette notion dans son ouvrage Le mythe de l'éternel retour. Il observait que, dans les sociétés archaïques, il existait une volonté de refuser le temps linéaire et de revenir à un mythe originel. Cette perspective reflétait une quête de sens et de valeur dans un monde perçu comme chaotique, suggérant que l'homme cherche à échapper à la terreur de l'histoire, en renouant avec des archétypes et des modèles ancestraux. Cependant, tous les penseurs ne partagent pas cette vision cyclique de l'histoire. Certains, comme le philosophe allemand Friedrich Hegel, ont proposé une conception linéaire du temps, où l'histoire progresse vers un but ultime, reflétant l'évolution de la liberté et de la raison humaine. Selon cette perspective, chaque événement historique contribue à un développement continu et irréversible, mais non à une amélioration constante de l'être humain. Cette dichotomie entre vision cyclique et linéaire de l'histoire soulève des questions essentielles sur notre compréhension du temps et notre place dans celui-ci. Si l'histoire est cyclique, cela implique que les erreurs du passé pourraient se répéter indéfiniment, suggérant une forme de fatalisme. En revanche, une vision linéaire offre l'espoir d'un progrès et d'une amélioration continue, mais peut également conduire à une perception de l'histoire comme une série d'événements déconnectés, sans lien significatif entre eux. En fin de compte, la question de savoir si l'histoire est un éternel recommencement nous pousse à réfléchir sur la nature du temps, le rôle de l'humanité dans le façonnement de son destin, et la possibilité d'apprendre du passé pour influencer l'avenir. Elle nous invite à considérer si nos actions ont un sens profond et durable, ou si nous sommes condamnés à répéter inlassablement les mêmes schémas. Cette réflexion est essentielle pour comprendre comment nous nous situons par rapport au temps et comment nous pouvons, en tant qu'individus et société, naviguer dans le flot continu de l'histoire. Et toi, penses-tu que l'histoire est un perpétuel recommencement ? La question de savoir si le bien et le mal sont des concepts absolus ou subjectifs a été au cœur de débats philosophiques pendant des siècles. Cette interrogation pousse à examiner la nature de la moralité, à comprendre si nos jugements moraux sont universels ou bien intemporels, à comprendre si nos jugements moraux sont universels, ou s'ils sont seulement façonnés par nos cultures, nos sociétés et nos expériences personnelles. Le relativisme moral est une doctrine philosophique qui soutient que les valeurs morales ne peuvent être évaluées objectivement. Selon cette perspective,
ce qui est considéré comme bon ou mauvais dépend des normes, des valeurs ou des croyances propres à chaque culture ou à chaque individu. Ainsi, un acte jugé immoral dans une société pourrait être perçu comme acceptable, voire vertueux, dans une autre. Par exemple, certaines pratiques comme la polygamie ou les sacrifices rituels, considérés comme inacceptables dans certaines cultures, peuvent être vues comme des traditions, respectuées dans d'autres. Cette approche met en lumière la diversité des systèmes de valeurs à travers le monde et à travers l'histoire. Elle suggère que nos jugements moraux sont le produit de notre environnement social et culturel, et qu'il est difficile, voire impossible, d'établir des normes morales universelles, applicables à tous. Le relativisme moral nous invite ainsi à reconnaître et à respecter les différentes cultures, tout en nous interrogeant sur les limites de cette tolérance. Cependant, le relativisme moral n'est pas une critique. Certains philosophes pointent le risque de tomber dans le nihilisme moral, où aucune action ne pourrait être jugée objectivement mauvaise, quelle que soit sa gravité. Par exemple, des actes tels que la torture ou le génocide pourraient être justifiés au nom de traditions culturelles spécifiques. De plus, si chaque individu ou culture définit sa propre morale, comment pouvons-nous résoudre les conflits moraux ou promouvoir des droits universels, tels que les droits de l'homme? En opposition au relativisme, l'universalisme propose que certaines valeurs morales sont universelles et intemporelles. Cette perspective soutient que des principes tels que la justice, l'égalité et la liberté sont valables pour tous les êtres humains, indépendamment de leur culture et de leur époque. L'idée est que ces valeurs transcendent les différences culturelles et servent de fondement à une éthique commune. Cependant, la définition précise que ces valeurs universelles et leur application dans des contextes variés demeurent des sujets de débat. Par exemple, la notion de droit à la vie peut être interprétée différemment selon les cultures, notamment en ce qui concerne les questions de peine de mort ou d'avortement. De plus, l'imposition de valeurs universelles peut être perçue comme une forme de colonialisme, ou bien d'intolérance envers les traditions locales.